Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour une nouvelle édition sur Monaco Info, ce dimanche 15 septembre. Voici le sommaire de ce journal. Nous débuterons par une page sport avec entre autres la victoire en Coupe Davis de l'équipe monégasque au Maroc, Monaco qui accède ainsi au groupe 1, Charles Leclerc sur le podium à Bakou, le monégasque a fini deuxième, ou encore la victoire 3-0 en Ligue 1 de l'ASM à Auxerre. Nous poursuivrons par un voyage en Toscane où le prince Albert II est allé sur les traces de la princesse Grace qui, il y a plus de 50 ans, avait effectué un pèlerinage dans le sanctuaire de la Verna. Les 29e journées européennes du patrimoine se sont déroulées ce week-end en principauté. Petit tour d'horizon autour de cet événement culturel et patrimonial. Retour sur le dîner à 4 mains organisé samedi et ce dimanche soir au restaurant Pavillon Monte-Carlo à l'hôtel Hermitage. Deux grands chefs étoilés au fourneau, Yannick Aleno, invité l'américain Richard Lee. Un bal populaire a été organisé par la mairie, place d'Armes, samedi soir. Vous le verrez, les Monégasques étaient au rendez-vous. Et enfin, notre invité, Sylvain Charnet, l'administrateur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vous présentera la saison musicale de l'OPMC. C'est sans conteste que l'équipe monégasque s'est qualifiée pour le groupe 1 en Coupe Davis après les deux simples remportés par Hugonis et Romain Arnaudot samedi. Eh bien, ces deux joueurs en double se sont imposés ce dimanche. Christophe Pacaud, bonsoir. Vous êtes sur place à Marrakech. Oui, bonsoir Fabien. Ça y est, c'est fait l'accession pour ce groupe 1. Après deux simples incroyables de la part de notre équipe de double traditionnelle, ces mêmes hommes, Hugonis et évidemment Romain Arnaudot, ont réussi ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire l'emporter et apporter un troisième point à l'équipe de Monaco. Ça n'a pas été chose aisée, même si on a maîtrisé la première manche. Formidable, 6-2 derrière. On a souffert 6 balles de match au final pour s'imposer. La satisfaction, la libération pour la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy. Écoutez, je suis une présidente comblée, je suis un peu plus heureuse, je suis surtout très fière de nos joueurs. Ça n'a pas été simple pour Hugo et Romain, comme vous le savez tous, ce sont vraiment des joueurs de double, ils se spécialisent dans le double depuis maintenant de nombreuses années. Donc de jouer les deux simples hier et puis bon, le double qui maîtrise aujourd'hui, mais avec la fatigue de hier en plus, c'est phénoménal. Je suis vraiment heureuse évidemment du score, du résultat, c'est extraordinaire. Je suis heureuse de voir les performances qu'ils ont fait et combien ils se sont transcendés. Et ça, je sais qu'ils l'ont fait aussi grâce au soutien des supporters qui étaient là et de tous les membres de la délégation qui étaient là, donc notamment nos joueurs blessés. Et c'est vraiment cette union, je pense, cette dynamique de groupe qui a vraiment peut-être aussi fait la différence. Et voilà, je suis juste fière d'eux et je les remercie pour cette belle victoire. Le vivre ensemble est important, on l'a senti avec Monaco. Ah oui, absolument. Bah, vous savez, là, toute l'année, on vit ensemble, mais après, ils voyagent beaucoup, ils sont en tournoi, évidemment. Et ces déplacements, ça nous permet d'être vraiment pendant toute la semaine. On vit ensemble tout le temps, du matin, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Et il y a vraiment cette union, cette force. On est finalement comme une petite famille. Donc c'est la victoire de toute une équipe. Dans votre jeune présidence, si je peux me permettre, il y a un morceau d'histoire qui s'inscrit dans l'histoire du Monte-Carlo Country Club et de la Fédération monégasque de tennis. Ah oui, absolument. Je crois que depuis 4 ans, on a marqué l'histoire déjà plusieurs fois, notamment aussi avec la participation de Monaco dans la Coupe Davis Junior. Nous n'avions jamais eu des juniors de ce niveau-là, comme Lenny est d'ailleurs ici avec nous dans ce déplacement. Mais oui, c'est historique. Depuis le nouveau format, c'est-à-dire que Monaco avait été en groupe 1, mais il y a très longtemps, c'est même avant ma naissance. Et c'était pas tout à fait le même format. Il y avait aussi moins de nations qui participaient à l'époque. Donc avec ce format actuel, oui, c'est historique. Être dans le World Group 1, nous sommes aux portes. Du moment où on est dans le groupe 1, je pense que nous sommes vraiment aux portes des finals et rêvons, pourquoi pas un jour ramener la coupe à la maison. Rendez-vous est pris, Madame la Présidente. Oui, en février 2025, avec, on l'espère, l'équipe type, avec les deux grands absents, les joueurs de simple habituels, que sont Valentin Vachereau, le meilleur joueur monégasque pour l'instant, et Lucas Catarina, le numéro 2, et cette formidable équipe de double composée par Hugonis et Romain Arnaudot. Rendez-vous en 2025, toujours sur Monaco Info. Sport toujours, Charles Leclerc est monté une nouvelle fois sur le podium. Après une victoire en Italie, le monégasque finit deuxième à Bakou, derrière Oscar Piastri. Un grand prix qui s'est terminé sous drapeau jaune, après l'accrochage entre Sainz et Pérez qui se disputaient la troisième place à 2 tours de la fin. Une troisième place qui revient à George Russell qui s'est du coup invité sur le podium. La suite dimanche prochain avec le Grand Prix de Singapour. 3-0, c'est le score qu'a infligé Monaco à Auxerre. L'ASM invaincue se déplaçait chez le promu de cette saison. Match comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue 1. Prochaine rencontre pour Monaco ce jeudi 21h au stade Louis II en Champions League face au Barça.
En eau libre, la nageuse olympienne monégasque Lisa Pou a terminé deuxième du 10 km de l'Open Water Swimming Cup qui s'est déroulé à Belgrade ce week-end. C'est une compétition sur plusieurs manches. La prochaine et dernière étape aura lieu en Croatie la semaine prochaine. Direction l'Italie, où le souverain s'est rendu sur les traces de la princesse Grace au cœur du sanctuaire de Laverna. C'est ici, il y a plus de 50 ans, que sa mère avait effectué un pèlerinage. Cette visite a été organisée à l'initiative de l'ambassade de Monaco en Italie. Reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Havre de paix et de spiritualité, le sanctuaire de Laverna est situé sur les monts de la Toscane. Ce lieu est surtout connu pour avoir accueilli Saint François d'Assise en 1224. L'atmosphère silencieuse invite les visiteurs à une pause méditative loin du tumulte du monde moderne. Les sentiers à travers une nature préservée mènent aux différentes chapelles qui jalonnent le sanctuaire. L'architecture se fond harmonieusement dans le paysage, offrant un panorama saisissant sur la vallée de Casentino. Chaque pierre, chaque arbre semble murmurer des récits anciens. Le sanctuaire de Laverna est un voyage intérieur où le temps semble suspendu entre ciel e terra. Laverna nasce come eremo. Francesco cercava luoghi isolati perché era sempre un uomo molto apostolico, però aveva bisogno di stare in intimità con il Signore nella preghiera. Laverna offriva questa possibilità perché era un monte isolato dove era così abitato soltanto da briganti, che proprio perché era un luogo irraggiungibile era adatto a loro. Certi luoghi sono adatti sempre ai briganti e ai santi e Francesco ha trovato qui un posto in questo modo. En 1968, la princesse Grace de Monaco, connue pour son engagement humanitaire, s'est rendue au sanctuaire de Laverna. Cette visite intime reflétait son profond attachement à la nature et à la contemplation. Le frère Nazini, seul témoin privilégié de cette rencontre, a eu l'honneur de recevoir non seulement la princesse Grace, mais aussi la princesse Caroline. Aujourd'hui, il réside toujours au sanctuaire, gardien silencieux des souvenirs de cette visite princière si spéciale. Quando lei è venuta qua io ero novizio, avevo 17 anni, quindi è parecchio. E siccome i regnanti hanno il permesso di entrare in clausura, allora mi ricordo, l'unica cosa che mi ricordo bene è che ci hanno fatto pulire tutto il convento, tutto il noviziato, i corridoi, ci è voluto una settimana. E dopo l'ho vista, sì, pochi minuti davanti alla chiesa, quando visitò il santuario. L'ambassade de Monaco en Italie a pris l'initiative de cette visite princière, un événement rare et symbolique. Ce moment exceptionnel qui vise à recréer des échanges privilégiés, favorisant un dialogue intime et authentique, tout en soulignant l'importance des liens diplomatiques et spirituels. L'idée nous est venue de monter un déplacement du prince souverain autour de cet hommage que l'on pourrait rendre à la fois au saint patron de l'Italie, dont donc nous fêtons les 800 ans des stigmates cette année, et puis à la mémoire de la princesse Grace, puisque aujourd'hui cela fera 42 ans jour pour jour qu'elle nous a quittés. Le musée de Laverna, situé à l'intérieur du sanctuaire, expose de précieux objets liturgiques ainsi que d'autres œuvres d'art, notamment des peintures issues de l'école florentine du XVe et XVIe siècle. Elles sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir les sites emblématiques de Monaco. Les journées européennes du patrimoine se sont déroulées ce week-end. Pour l'occasion, Monaco proposait 46 sites à visiter. Tour d'horizon dans ce reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Pour ces 29e journées européennes du patrimoine, la principauté se divise en 9 zones. On vous emmène carte en main sur un premier secteur. C'est donc du côté de Sainte-Dévote que l'on fait un premier arrêt, ici, à la gare de Monaco, car cette année le thème c'est route, réseau et connexion. La principauté est en effet une destination privilégiée depuis l'arrivée du chemin de fer. Voyons ensemble son évolution dans cette exposition. Alors le train des merveilles fait un arrêt ici à la gare de Monaco. Qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Alors c'est un autorail qui a circulé sur la ligne Nice, Breil, Tende, Cuneo jusqu'en 2006 et qui est aussi passé en principauté de Monaco lors des périodes de fermeture pour pouvoir monter à Breil en passant par Vintimille.
Donc c'est un autorail des années 80, donc une ambiance vintage à bord. Et la particularité, c'est que les voyageurs pouvaient regarder à côté de la cabine de conduite à l'avant du train. Du côté de la Condamine, c'est l'histoire des agrumes qu'il vous est possible de venir découvrir parce que Monaco a une histoire propre aux agrumes, c'est bien ça ? Oui, Monaco, on va dire qu'il y a l'âge d'or des citrons au niveau historique. Et quand Monaco, les villes de Menton et Roquebrune étaient encore rattachées à la principauté. Et donc il y avait tout un commerce qui était très réglementé. Alors vous proposez plusieurs activités. Qu'est-ce que le public peut venir faire ici au stand ? Alors les enfants peuvent venir rempoter des bigaradiers issus de graines récoltées sur Monaco. On a un jeu memory sur la biodiversité où il y a aussi le bigaradier l'oranger amer. Et puis la petite nouveauté, c'est la roue des questions pour pouvoir un petit peu animer notre stand et faire gagner des petits cadeaux aux personnes qui viennent nous voir. Donc là je peux tourner la roue et vous me posez une question, c'est ça ? Allez-y. Comment peut-on déterminer l'âge d'un arbre ? Avec le tronc, on coupe le tronc ? Oui, et qu'est-ce qu'on regarde ? Ah, j'ai pas le mot. On regarde les cernes, c'est-à-dire les ronds concentriques à l'intérieur de la coupe. Eh ben, merci beaucoup Aurélie. De rien. La principauté est aussi riche par sa culture. Passage obligé ici au pavillon Bozio qui propose une exposition mêlant danse et regard, c'est bien ça. Comment est construite l'exposition ? Alors c'est une exposition qui part des archives de Geneviève Stephenson qui était photographe de danse contemporaine dans les années 90 et qui met en relation le fond photographique de cet artiste avec des œuvres contemporaines et qui questionne la relation entre image et mouvement. C'est tout pour ces 29e Journées européennes du patrimoine. Sachez que pour l'occasion, le Palais Princier ouvre toujours ses portes au public. Merci Alban. Comme vous avez pu le voir dans ce reportage, de nombreuses institutions ont joué le jeu et parmi les 46 participantes figurent le nouveau musée national de Monaco et le célèbre musée océanographique. Sarine Cary et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus sur place. Regardez. À 10h ce matin, les passagers du petit train ont eu droit à un tour un peu spécial. Guidés par la douce voix hypnotique de Lidwin Prolonge, artiste venu tout droit de la Haute-Marne à la demande du nouveau musée national de Monaco. Vous entrez dans le casino. Nous sommes en 1924. Vous êtes dédoublés. Joueur 1, joueuse 2. C'est la première fois que je fais cette performance ici. Elle est vraiment faite pour les lieux, elle est faite pour Monaco. Je travaille dans d'autres villes parfois, des villages aussi parfois, en France, à l'étranger. Pendant 40 minutes, les participants en ont pris plein la vue et les oreilles grâce aux 1001 références soufflées subtilement par la guide du jour. Je me suis attachée à l'histoire de Monaco, aussi beaucoup à travers les femmes. Donc c'est pour ça qu'on a Caroline, c'est Caroline Gibert, c'est c'est toute cette histoire-là que j'ai pris ce fil-là, Marie Blanc, toutes ces femmes qui ont fait aussi Monaco. Bien sûr, il y a le train bleu, ça je me suis intéressée aussi à l'opéra, au théâtre, mais toujours en essayant de faire entrer les gens dans les lieux, sur la scène. C'est sympa de voir Monaco sous un autre angle, avec cette façon de nous parler qui est complètement différente par rapport à un tour opérateur classique, j'allais dire. Donc là, c'était un peu poétique, c'était philosophique des fois même peut-être. Mais bon, ça a changé, ça a le mérite de changer, c'est ça qui est pas mal. Le départ et l'arrivée avaient lieu en face du musée océanographique. Et ça tombe bien, car là-bas, des visites spéciales en petits groupes et riches en anecdotes, notamment sur le prince Albert Ier, étaient organisées pour ces 29e Journées européennes du patrimoine. Je commence toujours la visite en disant que à cette époque-là, au début de cette expédition en 1885, les scientifiques pensaient qu'en dessous de 1000 mètres de profondeur, la vie n'existait pas, que c'était une zone azoïque, ça s'appelle. Et donc le prince Albert Ier, avec ses expéditions, a prouvé que non, c'était pas du tout vrai et que la vie existait au moins, en tout cas à l'époque, jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Cette visite était comprise dans le ticket d'entrée, ticket qui passait exceptionnellement de 19 à 9 € pour les adultes et de 12 à 6 pour les bouts de chou. A noter également que la gratuité des bus a été mise en place pour ces 2 jours spéciaux ainsi qu'un forfait journalier préférentiel de 8 € dans de nombreux parkings de la Principauté.
Nous recevions hier le chef Yannick Aleno alors qu'il se préparait à cuisiner à 4 mains dans son restaurant Pavillon Monte-Carlo avec un invité de marque, le chef américain Richard Lee. Cette formule fait partie du Festival des Étoilés qui permet à de grands chefs de cuisiner ensemble dans les tables gastronomiques de la SBM. Nous étions hier au soir en coulisses pour assister à ce rendez-vous entre chefs. C'est un reportage de Patricia Navarro et Olivier Bonello. Ils partagent un même respect du terroir local et des produits uniques qu'ils leur offrent. Ils apprécient aussi de se retrouver autour d'un comptoir, là où salle et cuisine se confondent. Yannick Aleno et Richard Lee se sont prêtés au jeu de la partition à 4 mains avec un plaisir qu'ils ont fait partager aux convives du Festival des Étoilés Monte-Carlo. I think it's always fantastic to do four-hands dinners. I think that it's a great opportunity to cross cultures, for us to come see what everything here is like. Chef came out earlier to San Francisco. It's great for him to experience the produce and everything. Same here. When I come over here, it's great to see what kind of produce you have, the kind of people, the culture, and I think it's always a fantastic thing. And it's rare that, as we continue to move on as chefs, that we get opportunities to learn. And this is one of the best ways to do it, I think. Et au menu de cette expérience de cuisine partagée, un émincé de bar au caviar, une tourte truccia au blette et parmesan, du turbo grillé à la moelle avec des girolles ou ce bœuf savamment préparé par le chef américain habitué à une cuisine autour du barbecue. We brought a few things. We brought a few of our spice mixes that we make. Peppers are really big in California, so we dry peppers and we make spice mixes out of them. So you'll see that in some of the courses. We've also brought some tomatoes, so things that we feel match the food of this area. Anytime you're around someone who's a legend like Chef Yannick is, I have to be a sponge and try to absorb everything I can and learn everything I can. Et la magie opère dans les assiettes, mais aussi en cuisine ou sous le regard des clients. 2 chefs et 2 brigades composent ensemble des mets raffinés en mêlant leurs produits de prédilection, leurs techniques respectives et leur passion immodérée pour leur métier. Créé en 2022, le bal du marché a une nouvelle fois tenu son rang et rassemblé la principauté ce week-end afin de marquer la fin de l'été et commencer cette rentrée en beauté. Voyez ce reportage de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. Pour la 3e année consécutive, la Condamine a accueilli ce samedi le bal du marché, un événement devenu incontournable qui permet de donner à la principauté un côté village en mêlant musique, festin et danse. C'est un événement qui est, je pense, un des plus attendus de l'année, histoire de finir un petit peu l'été en beauté et d'attaquer la rentrée d'une façon positive. Bien sûr, vous avez la décoration qui est traditionnelle avec les guirlandes guinguettes, des tables en bois, donc voilà, c'est vraiment l'esprit bal de village. Et le clou du spectacle, c'est quand même l'orchestre. Puisqu'un bal, on est tous là pour danser, donc c'est un peu l'esprit de ce soir. C'est se retrouver, partager et finir donc avec quelques pas de danse cette soirée. Petite nouveauté cette année, la mise en place de stands de barbe à papa offertes ou de peluches à gagner comme à la foire pour permettre aux enfants aussi de prendre part à ce moment de partage, mettant en avant la convivialité et l'esprit de famille. C'est un moment de partage, donc dans un lieu emblématique puisque le marché de la Condamine, c'est vraiment le cœur populaire de Monaco. Donc c'est vraiment cet esprit-là en fait, se retrouver tous ensemble, les résidents, les monégasques, échanger, partager et passer vraiment un moment de plaisir et festif tous ensemble. Une 3e édition réussie pour le bal du marché qui aura su attirer une fois de plus plusieurs centaines de personnes grâce notamment à la participation des commerçants. Dans un autre style musical, après une saison qui s'est achevée au sein de la cour d'honneur du Palais Princier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a dévoilé sa programmation pour la saison 2024-2025. Elle sera marquée par plusieurs temps forts. Émilie Rousseau s'est entretenue avec l'administrateur de l'OPMC, Sylvain Charnet. Bonsoir Sylvain Charnet. Bonsoir Émilie. Un mot tout d'abord sur la saison qui vient de s'écouler. Elle aura été extrêmement riche, ponctuée notamment par une tournée au Japon. Hein. Effectivement, c'était un événement très important pour l'orchestre puisque c'était la première fois qu'il se rendait au Japon avec son directeur artistique et musical japonais, Maître Yamada. Et donc le succès a été au rendez-vous puisque tous les concerts étaient complets et le succès artistique aussi était considérable. Place maintenant à une nouvelle saison. Comment la qualifier? Alors c'est une saison extrêmement variée qui va permettre à l'orchestre d'exprimer en fait ses différents talents, mais également de faire le lien entre les générations. Maître Yamada a invité des artistes confirmés, que ce soit Anne-Sophie Mutter, Martha Argerich, Charles Dutoit,
Christian Zimmermann, Gauthier Capuçon pour n'en citer que quelques-uns, mais également il souhaite faire confiance à la jeune génération d'artistes, donc les frères Yusen, Daniel Lozakovic, le célèbre violoniste que nous connaissons maintenant très bien, et également Colin Putz. Colin Putz a 17 ans à peine, mais il a déjà 7 ans de carrière derrière lui, puisqu'il a commencé à jouer du piano en soliste avec orchestre à l'âge de 10 ans. Vous avez mentionné les frères Yusen, ce seront eux qui seront les artistes en résidence cette saison. Hein. Exactement. Alors, artiste en résidence, c'est un moment, quelque chose d'important pour l'orchestre, parce que ça permet de développer une complicité avec des artistes sur toute la saison, au travers d'un répertoire très varié. Donc les frères Yusen sont des jeunes pianistes très frais qui ont une joie d'interpréter leur musique. Et donc nous les retrouverons à 4 reprises au cours de la saison. Le premier concert, ce sera un récital qu'ils donneront à la salle Garnier le 15 septembre. Et après, 2 concerts dans la saison et un concert cet été au Palais Princier. Cette saison sera marquée notamment par des hommages et notamment les 150 ans de la naissance de Ravel. Hein. Effectivement. Alors Ravel, c'est un compositeur incontournable dont l'œuvre est absolument géniale. Et au-delà des 150 ans de sa naissance, en 2025, nous fêterons le 100e anniversaire de la création d'une œuvre majeure, L'Enfant et les Sortilèges, qui a été créée donc ici, à l'Opéra de Monte-Carlo. Et donc en 2025, 100 ans jour pour jour après la création, nous allons de nouveau participer à cette production de l'Opéra de Monte-Carlo pour célébrer Ravel. Au-delà de cet événement, pour la saison symphonique, Martha Argerich interprétera le concerto en sol et au mois de mars, Nelson Gerner le concerto pour la main gauche. Donc c'est vraiment important de pouvoir célébrer Ravel pendant cette saison. Autre hommage aussi, celui rendu à Shostakovich pour les 50 ans de sa disparition. Oui, alors Shostakovich, là aussi, c'est un compositeur majeur du XXe siècle. Et donc 3 symphonies et 2 concertos seront donnés pendant la saison, mais également un ciné-concert. Il s'agit de La Nouvelle Babylone, qui est un film soviétique des années 1929-1930, sur le thème de la Commune de Paris. Et Shostakovich a composé la musique de ce film, donc qui sera projeté en collaboration avec l'Institut audiovisuel de Monaco. On évoquait en début d'interview la tournée au Japon, après un passage au Japon en 2023. C'est le Japon qui viendra à Monaco avec la présence du Chœur Philharmonique de Tokyo en octobre. Hein. Effectivement, nous allons retrouver le Chœur Philharmonique de Tokyo pour un projet très particulier. Le 6 octobre, nous allons donner L'Ancêtre, qui est un opéra de Camille Saint-Saëns, qui a été dédié au prince Albert Ier, puisque le compositeur et le prince étaient très amis. Et cet opéra a été créé en 1906 à Monte-Carlo, puis joué un petit peu partout en Europe pendant quelques années, et il est tombé dans l'oubli. Donc notre but avec ce projet, c'est de faire redécouvrir cette œuvre pour la proposer en concert, en version de concert, ici à l'Auditorium Régnier 3, au public, et aussi de réaliser un enregistrement de référence qui n'existe pas actuellement, en collaboration avec le Palazzetto Bruzzane, qui est une fondation qui est chargée de mettre en valeur le patrimoine musical français. Et donc le Chœur de Tokyo participera à cet important projet. Donc nous sommes ravis de le retrouver, et les liens sont assez étroits puisque Maître Yamada est également directeur musical de ce chœur. Sylvain Charnet, on ne peut pas refermer cet entretien sans évoquer la mémoire de Franck Lavoger, qui faisait partie de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et qui nous a quittés cet été. Effectivement, Franck Lavoger était le premier basson solo de l'orchestre depuis près de 30 ans. Il est décédé brutalement cet été pendant ses congés. Son talent était apprécié et reconnu de beaucoup à l'orchestre. Il était également apprécié en tant que personne. Et sa personnalité était très attachante et il manquera beaucoup à tous ceux qui l'ont connu. Et il était important aussi d'avoir une pensée pour lui aussi à l'issue de cet entretien. Merci beaucoup Sylvain Charnet d'avoir été notre invité ce soir.
Et puisque l'on a parlé de l'OPMC, son chef d'orchestre Kazuki Yamada était à la FNAC ce samedi, l'occasion pour lui d'échanger sur son parcours ou encore par exemple de présenter son livre-disque Déjanir. Une séance de dédicace avec pour originalité la prestation d'une jeune fille avec son violon sous le regard bienveillant du chef d'orchestre. Avant de clore ce journal, le point sur la météo avec Sarah Nkari. Bonsoir. Le soleil sera-t-il toujours au rendez-vous ce lundi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le soleil sera au rendez-vous notamment dans la matinée, mais les nuages s'inviteront au cours de l'après-midi. Du côté du thermomètre, les températures varieront entre 18 et 23 degrés. Nous sommes donc sur une situation semblable à celle d'aujourd'hui. Attention tout de même, les jours suivants devraient être un peu plus instables avec l'arrivée de perturbations orageuses. Nous y reviendrons. En attendant, comme un clin d'œil à la musique française, nous fêterons demain la Sainte Édith. Édith Piaf qui nous a quittés il y a un peu plus de 60 ans. Merci Sarah. Que s'est-il passé en principauté à la même période sur ces 5 dernières années? La réponse avec le flashback de la semaine. Ce journal est terminé, vous retrouverez Émilie Rousseau dès lundi 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt, au revoir.